mettre au milieu, je reste là. Moi, je reste à côté. D'accord. Ça commence à tousser, t'es plus proche de la sortie. Exactement. Je m'éloigne au moins. J'ai moins de contact à droite et à gauche aussi. Ah, pardon, j'ai laissé mon papier. Les distances de sécurité. Je vais mettre en mode avion. Hop, voilà, comme ça. Bien, je ne sais pas si on m'entend. Oui, on m'entend. J'espère que vous m'entendez bien d'ailleurs, parce que comme vous le voyez, on a un dispositif un petit peu entre le masque et ceci. J'espère que vous m'entendez bien. Je m'appelle Emmanuel Chaffrod, je suis journaliste dans le secteur financier depuis une vingtaine d'années. Et je vais donc animer ce débat sur les produits structurés, plus exactement évidemment les autocalls, qui sont les produits qu'on met en face de la clientèle des particuliers. Peut-être d'abord, avant de vous présenter les intervenants, juste pour savoir qui vous êtes vous, qui parmi vous est déjà très familier des autocalls ou des produits structurés? Est-ce que vous pouvez me... Voilà, il y en a quelques-uns. Qui vient plutôt découvrir ces produits? Voilà, et le reste, vous connaissez un petit peu, mais pas beaucoup. Bon, très bien. Alors, nous avons donc 3 intervenants pour parler de ce sujet. D'abord, je vais vous présenter Romain Noireau, voilà, qui est responsable de la distribution des produits structurés pour la France et pour Monaco chez Crédit Suisse. Nous avons également Pascal Schmitter, qui est responsable des partenariats CGP chez Crédit Mutuel IM. Et enfin, Julien Vautel, qui est PDG et fondateur d'Elios. Fondé quand d'ailleurs, Elios? Il y a une douzaine d'années. Une douzaine d'années, très bien. Alors, je vais justement passer la parole à Julien d'abord pour nous dire, finalement, qu'est-ce que c'est que ces autocalls? Comment on peut définir ces produits structurés qui sont assez en vogue auprès de la clientèle des épargnants? On a l'habitude de dire à notre clientèle que c'est une classe d'actifs à part entière, les produits structurés. Au sein des produits structurés, il y a les autocalls qui représentent l'essentiel du marché. Qu'est-ce qu'un autocall? C'est un instrument financier qui présente des caractéristiques quasiment sur toutes les gammes et tous les produits. C'est de définir à l'avance ce qu'on va gagner en fonction d'un scénario de marché quand on est sur les actions ou sur d'autres supports, ça va être d'autres types de scénarios. Donc il y a un scénario défini à l'avance où on sait globalement ce qu'on va gagner si le scénario est favorable, c'est-à-dire si l'évolution du sous-jacent, qui peut être un indice action, c'est souvent le cas, si l'évolution est favorable, là on sait ce qu'on va gagner à l'avance. Voilà. Et puis ça, c'est la première caractéristique. Donc, on ne dépend pas d'une gestion active d'un gérant ou d'autre chose, finalement, que l'évolution du sous-jacent. L'autre élément qui est très caractéristique des produits structurés autocall, c'est qu'il y a une protection en capital. Parfois une garantie, on va dire, le marché est quand même construit autour de protection en capital. Et souvent à l'échéance, c'est-à-dire qu'un produit structuré a une durée maximum, qui est aussi déterminé dès le départ, à l'avance. Donc avant de souscrire, on sait que le support, l'instrument financier durera par exemple 8 ans, 10 ans, 12 ans, ou moins encore. Ça dépend évidemment des structurations et des produits. Donc on sait à l'avance combien de temps ça va durer au maximum. Et on a en général aussi à l'avance la définition de ce qu'on appelle une protection en capital. C'est pas, tous les produits n'ont pas une protection, ils ont en général au moins une protection, tous les autocalls, parfois des garanties à 100% de capital ou un peu moins à 90%. Mais on va dire qu'il y a toujours une logique de protéger le capital pour un scénario qui serait défavorable, mais pas catastrophique. Voilà. On va dire qu'il y a dans les produits structurés un risque qui réside, on appelle ça un risque ultime chez nous. Si vraiment on a un marché qui évolue mal et qui évolue mal longtemps, donc il faut qu'il y ait quand même un scénario défavorable qui soit durable et qui, à l'issue de la durée maximum, finalement termine mal. Si on est sur un indice action, on peut se retrouver en cas de perte en capital. Mais néanmoins, sur un scénario médian, c'est-à-dire ça se passe pas bien, donc on n'a pas tous nos gains, mais néanmoins, à la fin de la durée maximum du produit, on peut se retrouver dans une configuration où on est remboursé quand même du capital. C'est ce qu'on appelle la protection en capital. Donc les deux caractéristiques principales, c'est qu'on sait un peu à l'avance combien on peut gagner, combien on espère gagner, d'une part, et d'autre part, on est quand même protégé
sur un risque de marché modéré, mais pas un risque total. Donc on conserve toujours ce risque ultime de perte en capital. Oui, Pascal, vous vouliez ajouter quelque chose, allez-y. Oui, donc je dirais, faisons peut-être aussi juste de la... On est complètement exhaustif pour la définition. Peut-être juste de la traduction, parce qu'il y a quand même pas mal de gens, je vois, qui commencent, qui sont un peu primo-accédants dans le produit structuré et donc dans l'autocall. Autocall, c'est un mot anglais qui veut dire automatiquement rappelable. Donc généralement, il y a une variable. Quand elle est activée, cette variable, quand on est au-dessus d'un niveau, la structure de produit structuré est automatiquement, quoi que vous fassiez, rappelé. C'est-à-dire il est remboursé avec généralement plutôt une bonne nouvelle. C'est un peu la caractéristique, quoi. Alors après, ça peut être trimestriel, ça peut être semestriel, ça peut être annuel. Je dirais après, il peut y avoir des déclinaisons plus ou moins complexes d'autocall sur soit des indices domestiques, soit des actions, des paniers d'actions, des worst-of. Enfin voilà, on peut inventer un peu tout ce que le marché peut coter. Mais donc cette notion d'autocall est avant tout une notion de automatiquement rappelable. Je crois qu'il faut l'avoir bien présent à l'esprit. C'est-à-dire qu'on rentre dans un scénario et on y est, le cas échéant rappelé, quoi. Voilà. Avec généralement, comme je l'ai dit, une bonne nouvelle, quoi. Alors donc ça veut dire qu'effectivement, un produit qui est conçu pour une certaine durée va généralement, ou en tout cas très souvent, être rappelé avant, donc ne pas courir sur la totalité de la durée, ce qui fait que quand on investit, on ne connaît pas finalement l'horizon d'investissement. Est-ce que ça, c'est un problème pour la clientèle des CGP, par exemple, et pour les CGP eux-mêmes? Romain, qu'est-ce que... Alors sur ce point-là, je pense qu'il y a deux choses importantes. C'est effectivement la maturité maximum. C'est de se dire, j'investis dans un produit structuré sur du 6 ans, 8 ans, 10 ans. C'est que je sais que mon investissement potentiellement va être mobilisé sur cette durée-là dans ce qu'on citait le scénario ultime. C'est-à-dire que mon sous-jacent n'a pas performé, n'a pas permis en cours de vie d'obtenir un rendement. Donc ça, c'est la première date, c'est de se dire, je suis sur un horizon maximum de 8 ans. L'idée, en revanche, c'est, si les conditions de marché me sont favorables, de pouvoir ressortir mon capital investi par anticipation, majoré d'un gain. Et ça, en fait, je me donne une période. La plupart du temps, pour des questions de référencement en assurance vie, par exemple, on part souvent au bout de 1 an. Alors après, sur d'autres structures, quand on va être plutôt dans du compte titre, on peut anticiper des structures autocall qui commencent plus tôt, mais la plupart du temps, c'est des produits qui vont être autocollables, donc rappelables au bout d'1 an, jusqu'à la fin de la durée de vie du produit, donc jusqu'à maturité maximum, 6 ans. L'idée, elle est de se dire, si le marché m'offre des conditions favorables, je vais récupérer mes billes, je vais récupérer mon capital avec un gain, et je vais pouvoir, à ce moment-là, le réinvestir dans une nouvelle stratégie. Donc, je ne pense pas que ça soit un problème en tant que tel. Au contraire, c'est une sorte d'optimisation un petit peu de son timing sur les marchés. Si on est dans un scénario où les marchés sont un peu compliqués, comme ça a pu être le cas ces derniers mois, on peut se dire que ce n'est pas forcément le bon moment pour sortir. En revanche, quand le marché va revenir dans des territoires positifs par rapport au niveau auquel on était au lancement, je vais être automatiquement rappelé avec un gain. Et finalement, le produit structuré gère un peu mon timing sur les marchés de cette façon-là. Oui, Pascal. Alors, ce qu'on peut aussi ajouter, c'est effectivement la maturité maximale. Elle va conditionner effectivement ce qu'on peut appeler le worst case, c'est-à-dire jusqu'à quand je peux rester dans le moins bon des scénarios et le cas échéant être protégé ou pas. Ce qui est aussi important, c'est le point d'entrée, puisque la première photo du sous-jacent qui va driver en fin de compte le comportement du structuré va déclencher, va être très importante. Donc nous actuellement on arrive sur le marché avec notre offre là, Ginko de Crédit Mutuel, on est, je dirais, à la recherche d'une fenêtre météo. Hein. Donc si vous voulez, il n'y a pas tant que ça de volatilité sur des indices très connus. Donc le point d'entrée est très important aussi parce qu'il va conditionner toute la vie de la structure. Le fait d'être autocollé ou pas va être dépendant du point d'entrée, quoi. Et on a vu que la volatilité des marchés, effectivement, était elle-même très volatile, c'est-à-dire qu'on a eu des pics très importants cette année, et puis des moments où c'était moins favorable. Naïvement, on pourrait se dire que finalement, choisir des produits qui ont une échéance relativement courte, c'est peut-être un peu plus sécurisant. Est-ce que c'est vrai ou pas, Julien ?
C'est pas notre avis. En réalité, quand on raisonne sur ce qu'on appelle les autocalls, donc des probabilités d'être rappelé en première année, en deuxième année, en troisième année, ou de manière trimestrielle ou semestrielle, si vous êtes sur un support qui dure 10 ans ou qui dure 6 ans, les probabilités d'être rappelé les premières années sont les mêmes. On a autant de chances d'être rappelé sur le support de 10 ans en première année que sur le support de 6 ans en première année, si la formule est la même. En revanche, il y a des cas où vous avez un marché qui baisse de manière assez forte, qui met un petit peu de temps à se remettre, et peut-être 6 ans, c'est insuffisant. Alors que si vous avez un support qui dure par exemple 7 ans, 8 ans, 10 ans, 12 ans, nous on n'émet qu'à 12 ans aujourd'hui, pour cette raison-là, parce qu'on veut se donner le temps que l'indice revienne, non pas, enfin évidemment, pour déjà potentiellement bénéficier de la protection capitale si la bourse est mal engagée, mais aussi et surtout pour bénéficier des gains. Et ce qu'on n'a pas précisé encore, et pour nous ce qui est l'élément quasiment le plus fort de cette classe d'actifs, c'est ce qu'on appelle l'effet mémoire. Vous avez une bourse qui baisse les premières années et qui revient à son point de départ 6 ou 7 ans après. Si vous êtes investi en actions, vous récupérez votre argent. Alors vous avez eu des dividendes, sauf si les frais de gestion, la gestion active les a mangés, ce qui est quand même souvent le cas. Mais bref, on va dire que vous allez récupérer votre argent avec quelques dividendes. Si vous êtes dans le cadre d'un produit structuré et que vous avez par exemple 8% par an, eh bien, au bout de 6 ans, vous avez 48% de gains, alors que la bourse n'aura rien fait. Et ça, l'effet mémoire, c'est qu'on vous paye le temps où vous êtes resté dans le support. Donc pour nous, un support qui est très long, c'est un support qui est davantage dans l'intérêt du client, parce que le client, il a les mêmes chances de sortir dès le départ. Dès le départ, c'est dans les premières années. On constate que on a déjà émis 90 produits depuis 12 ans. En moyenne, nos produits sortent au bout de 2 ans. Donc on va dire que c'est quand même, les conditions font que les produits sont généralement courts, les autocalls. Mais néanmoins, si ça durait plus longtemps parce que la bourse est mal orientée, on se dit autant que ça dure encore plus longtemps pour espérer avoir une remontée qui permet de bénéficier des gains sur toute la durée écoulée. Et donc ça, bénéficier des gains sur toute la période qui s'est écoulée, qui a été défavorable, puisque la bourse a commencé par baisser par exemple en 6, 7, 8, 9, 10 ans, avoir 10 fois 8% en gain alors que la bourse n'aurait rien fait, c'est pour nous vraiment l'élément fort, l'atout premier des produits structurés. D'accord, donc autant garder plus longtemps finalement le potentiel de performance qu'on promet au départ et aussi la protection. C'est un peu ça l'idée. À la difficulté près que tout ce qui est dit est bien sûr complètement vrai. Et c'est vrai que la chance d'être rappelé quand on prend un produit 6 ans ou un produit 12 ans, elle est la même, disons, au cours de la première année. Donc ça c'est tout à fait vrai. Par contre, aujourd'hui, les investisseurs finaux ont peut-être un peu plus de mal, disons, avec des échéances très longues. C'est-à-dire quand on parle de 10 ou 12 ans, bien évidemment, on mettra en avant la statistique rétrospective, disons, de rappel qui fait que, effectivement, ça s'est plutôt bien passé sur les dernières années. Aujourd'hui, on a quand même des fois du mal à trouver des investisseurs qui veulent s'investir sur 12 ans, quoi, disons. Enfin, je pense que vous êtes assez d'accord avec ça, quoi. Pour le coup, effectivement, nous on est que sur 12 ans, c'est extrêmement difficile à vendre. Okay. On ne vous le cache pas. C'est difficile à vendre. Et sur ça, je pense qu'il y a plusieurs choses. Il y a déjà en face de quel client on est et de son horizon d'investissement. C'est sûr que quelqu'un qui a 30 ans, 40 ans, peut se permettre d'avoir 12 ans devant lui, ce qui peut être le cas différent pour quelqu'un qui est plus âgé et qui a des perspectives plus court terme. Ça, c'est le premier point. Et effectivement, en revenir sur une approche indice, je suis assez en ligne sur le fait que les produits long terme, en fait, nous permettent de tirer profit des cycles. C'est-à-dire que si on est en fin de cycle et qu'on est juste avant que le marché se retourne, effectivement, peut-être qu'il va falloir plus de 5 ans ou de 6 ans pour que le cycle revienne. Et donc sur les gestions indicielles, sur les produits sur indice, sur du long terme, ça a pas mal de sens. On voit aussi émerger aussi une offre sur action, où là, on voit des produits plutôt court terme, parce qu'il faut avoir une conviction sur l'action. Et effectivement, on peut avoir de la visibilité sur une société sur quelques années. Sur 10 ans, effectivement, la plupart du temps, c'est plus une approche investisseur de se dire je peux avoir une vision sur une société sur quelques années, sur son plan stratégique sur 5 ans. Sur 10 ans, ça devient un peu plus compliqué. Il y a un dernier élément aussi qui est mentionné, c'est que sur des produits 10 ou 12 ans, finalement, même si on a l'impression qu'on peut être dans un cycle, le risque, nous, quand on va structurer le produit, on valorise mieux le risque parce que le risque, il est pris sur plus long terme. Donc en termes de structure, on voit que, alors ça c'est un peu ponctuellement moins le cas en ce moment, mais ça reste quand même généralement le cas, c'est que sur un investissement
12 ans, sur la même structure, on va avoir un objectif de rendement, même si on a les mêmes probabilités de rappel, qui est plus important que sur la même structure sur du 6 ans ou sur du 5 ans. Et ça, c'est un élément qui va peut-être pousser les gens à allonger leur horizon maximal de placement, aller sur du 12 ans, parce que sur la même structure, sur du 6 ans, ils auront un rendement potentiellement un peu moins important, avec les mêmes probabilités de rappel en cours de vie. Donc ça, c'est un élément aussi à prendre en compte dans l'offre qui peut être proposée et les durées maximales qui sont offertes. Nous, je vois, on arrive sur le marché, donc on regarde un petit peu ce qui a été fait en domestique chez Crédit Mutuel CIC depuis maintenant de nombreuses années. Donc on a un gros marché domestique dans les caisses et les guichets du Crédit Mutuel et du CIC, desquels on s'inspire bien évidemment pour lancer notre gamme. On a des structures sur Eurostock 50, un indice que vous connaissez tous, plutôt sur 8 ans, avec bien évidemment tout l'effet mémoire qui a été décrit et qui apporte de la valeur. Après, dans les variantes, disons, je crois que ça a déjà été un petit peu touché du doigt, mais on peut le rappeler, marketingement avec vos clients finaux, on peut aussi parler de rappels quotidiens qui gommeraient une espèce d'aléa dans l'esprit de l'investisseur en disant chaque jour je peux être rappelé, quoi, disons. Donc cet automatisme de rappel, il peut, le cas échéant, trouver place dans un produit qui peut le faire quotidiennement. Et marketingement, alors financièrement, il y aurait beaucoup à dire, puisqu'on perd un peu de coupons. Mais cette option-là, disons, elle est assez séduisante pour les investisseurs finaux. D'accord, donc ça, il faut un petit peu adapter le produit à l'investisseur. Et mais d'ailleurs, c'est une chance qu'on a avec les produits structurés, c'est de pouvoir ajuster en fonction des investisseurs et des objectifs des investisseurs. Et c'est vrai qu'on a parlé, là, depuis le début de cette conférence, des fréquences de rappel, des maturités maximales. En fait, tout ça, on peut le construire sur mesure. Donc, en fait, c'est ça une grande chance qu'on a avec les produits structurés. On peut faire des produits qui ont 3 ans, 5 ans, 10 ans, 12 ans d'horizon maximal. On peut avoir des produits qui ont des niveaux de rappel customisables. Et en fait, tous ces éléments-là font aussi le succès des autocalls et des produits structurés ces dernières années. Très bien. Alors justement, quand on aborde la clientèle des CGP, qui n'est pas forcément votre clientèle de base aux uns et aux autres, qu'est-ce qu'on fait comment se construit la relation avec les CGP? Est-ce que c'est de manière directe ou via des courtiers? On sait qu'il y a aussi des courtiers en produits structurés. Chez Helios, par exemple, comment ça se structure, ça? Alors, nous, on a une approche sur les produits structurés, la conception de produits structurés, la distribution. Il y a plusieurs types de métiers. On n'exerce qu'un seul métier, nous, chez Helios. On conçoit des produits dits de conviction, c'est-à-dire qu'on conçoit des produits auxquels nous croyons, sans vouloir forcément répondre à la demande de la clientèle. Donc on n'est pas du tout, on n'exerce pas le métier du produit sur mesure. Tu nous en parleras peut-être après. On en reparlera, oui. Voilà. Et donc, à partir de nos convictions, on construit aujourd'hui que des produits sur des grands indices européens, sur 12 ans, je vous l'ai déjà dit. Et là-dessus, on va pas répondre du coup à un appel d'offres ou à une demande de courtier pour CGP. On va seulement proposer au CGP notre gamme de produits. C'est un support par mois, en lui exprimant nos convictions. Il y adhérera ou non, et c'est ce qui fait qu'il nous suivra. Voilà. Donc on est en dehors de l'univers du sur-mesure. On est plus dans l'univers de l'asset management, où on présente notre gestion, nos convictions, et on laisse d'autres professionnels donc travailler cette clientèle qui est plus potentiellement connaisseuse, qui a ses propres convictions et qui demande des cotations de produits sur mesure. Exactement. Ça, nous, on le voit. Donc moi, en termes de distribution, on a 3 grands canaux. Alors, on a ce qu'on va appeler le mass retail, ça va être les gros réseaux d'assurance ou les réseaux bancaires. Et après, on a tout ce qui est gestion privée, banque privée, et l'univers CGPI, sur lequel on va plutôt passer par des courtiers. Alors, il y en a aujourd'hui beaucoup qui ont été montés par des anciens des banques d'investissement. Effectivement, en fait, on voit 2 types d'offres. On voit une offre qui permet de rentrer dans l'univers des produits structurés, d'avoir des produits génériques qui collent bien aux conditions de marché. Je pense que c'est l'offre Helios. Et après, on a des demandes, on l'a vu pas mal dans le monde banque privée, d'avoir des produits sur mesure pour certains investisseurs qui ont la capacité financière de le faire et qui ont l'habitude de traiter des produits structurés et qui ont des avis très arrêtés. Et là, du coup, on arrive sur des offres plus sur mesure pour certains épargnants.
Nous, aujourd'hui, l'approche qu'on a au niveau de Crédit Suisse sur le marché des CGPI, c'est de se dire, aujourd'hui, on a des interlocuteurs, des intermédiaires, qui connaissent très bien cet univers-là et les attentes de cet univers-là. Nous, aujourd'hui, on est une équipe de 4 sur la partie française. L'idée, aujourd'hui, c'est d'être un peu le grossier, c'est de laisser ces intermédiaires qui connaissent bien le marché, qui connaissent bien les attentes de l'univers des CGPI, en fait, nous remonter les intérêts et nous demander finalement de mettre en place des produits structurés pour eux et de eux gérer la partie commerciale et les échanges, le suivi. Et ça marche plutôt bien. On voit que des acteurs historiques qui étaient très présents sur ce marché-là, au fur et à mesure, suivent aussi ce schéma-là parce qu'on a maintenant des intermédiaires qui sont très bien structurés, qui sont bien régulés, qui connaissent bien leur métier. Et en fait, pour nous, ça c'est aussi une sécurité et une tranquillité parce qu'au quotidien, en fait, ils dédient leur temps au bon suivi en fait, des échanges avec leurs partenaires CGPI. Et pour nous, c'est un vrai gage de qualité. Alors, pour ce qui nous concerne, nous, on a une équipe complètement dédiée au CGP. Donc, on a fait le choix d'être exclusivement dédié au CGP. On a une petite équipe. On a mis à profit la période Covid là, pour affiner les référencements auprès des assureurs, travailler avec les associations professionnelles dont certains d'entre vous sont adhérents, partager des tours de France de présentation directement au plus près de vous tous. Donc c'est notre choix à nous. On capitalise sur ce qui est fait, je vous l'ai déjà dit, en domestique. On est les commerciaux de terrain. On s'est partagé la France en 3. Ce qui nous manque le plus cruellement, c'est de ne pas pouvoir prendre un avion ou un train pour venir vous voir. Donc ça, c'est vraiment ce qui caractérise l'équipe. Donc au plus près de chez vous. Alors pour ce qui concerne les produits entre guillemets de campagne ou les produits dédiés, on fera les deux. On regarde, je vous dis tout à l'heure, les fenêtres météo parce qu'on ne veut pas faire, je ne veux pas dire n'importe quoi, ce serait mal à propos, mais on veut rester sur ce qui définit l'ADN du groupe, c'est-à-dire serein, fiable. On parlera après de programme d'émission. Donc voilà, une équipe de terrain commercial au plus près de chez vous, au plus près des associations professionnelles desquelles vous dépendez, en contact direct avec les référenceurs assureurs. Voilà. Donc pour le dédié, on reçoit des cahiers des charges de quelques gros cabinets qui mandatent et qui syndiquent leurs demandes. Donc on répond avec des minima qui sont plus ou moins importants, mais de construction, et on arrive à syndiquer plusieurs cabinets. Par contre, on sera aussi bien évidemment, à l'instar des Privalto et Adequity, disons, présents avec des produits de campagne massifs et importants. Donc un petit peu des produits pour tous les goûts, finalement, des investisseurs un peu standards à d'autres plus sophistiqués. Vous êtes capable de répondre à... Oui, mais avec cette caractéristique notoire, disons, d'être au plus près des investisseurs. L'équipe a été dédiée et fabriquée pour ça. Donc avec une marque même dédiée. Exactement, puisque vous m'en permettez à l'occasion. Donc cette gamme s'appelle Ginko, elle est présente au stand J20 là. On est plutôt content et comme dit, on est en ordre de marche avec la logistique, le marketing, les médias et tout ce qu'il faut pour faire reconnaître le Crédit Mutuel CIC, quoi, disons. Alors, comme on le disait, il y a des gros cabinets de CGP qui sont déjà sans doute très, très utilisateurs, et puis des cabinets peut-être plus petits, ou en tout cas moins experts de ce genre de produits. Quels efforts de pédagogie il faut déployer? Comment vous faites ça chez Edios, Julien? On écrit beaucoup chez Edios. On a en particulier rédigé une note d'explication de ce qu'est un autocall. C'est un petit cahier qui fait quand même une centaine de pages, mais ça se lit facilement. Donc on pense que la pédagogie, c'est la clé. C'est la clé parce que l'autocall, tel qu'il est pratiqué, on va dire, depuis 10-12 ans, depuis l'après-crise 2008-2009, c'est énormément simplifié. À la demande déjà des autorités de tutelle, donc l'AMF a exigé que pour faire offre au public sur ce type d'instruments financiers, il ne fallait pas plus de 3 mécanismes. Donc il y a un certain nombre de simplifications qui ont eu lieu depuis une bonne dizaine d'années. Une grande transparence sur les frais aussi, qui est imposée depuis un certain nombre d'années. Et donc la pédagogie sur ce qu'est l'autocall, pour nous, c'est la clé pour que
les CGP prennent goût, déjà, comprennent bien ce qu'il y a derrière, ce qu'il y a dedans. Ça peut être perçu comme une boîte noire, mais ça n'en est pas une. Aujourd'hui, les produits structurés sont bien simplifiés par rapport à avant. Et puis, comprennent aussi les couches de frais. Donc, notre approche, c'est d'écrire. Donc, on a fait un gros effort dessus, on continue à le faire. Après, il y a effectivement ce type de manifestation où on explique, où on prend le temps d'expliquer aussi aux CGP qui nous appellent, qui veulent prescrire nos produits à leurs clients, qu'on peut leur expliquer, qu'on peut voir leurs clients leur expliquer également comment ça fonctionne pour rassurer et surtout pour comprendre. Parce qu'on pense que le stock de structurés aujourd'hui n'est pas important, donc on croit que le marché va grossir et que le stock va prendre de l'ampleur dans les contrats d'assurance vie essentiellement, puisque l'épargne est souvent logée dans l'assurance vie. Donc la base pour nous, c'est de la pédagogie. Alors, il y a une question aussi que vont se poser tous. Pour prolonger peut-être la pédagogie, pardon. Oui. Je ne sais pas si on s'en éloignera ou pas, là, tout de suite. Au niveau de la pédagogie, je crois que, et bien évidemment, je suis tout à fait d'accord avec Julien, beaucoup d'efforts de pédagogie. Alors, la pédagogie, elle peut prendre plusieurs vecteurs. Le premier, effectivement, c'est le rédactionnel, c'est-à-dire de faire des fiches techniques commerciales qui sont en ligne avec les contraintes de l'AMF. Et bien évidemment, elles sont devenues plus contraignantes et c'est une bonne idée, peut-être pas pour ceux qui rédigent, mais pour ceux qui les lisent. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc là, pour la protection de l'épargnant, c'est une bonne idée. Mais par contre, à l'aune de ce que je vous disais tout à l'heure, jusqu'à la fin de l'année, la semaine prochaine, on va à Toulouse, à Aix, on sort de 3 jours parisiens, on ira à Nantes, on ira à Bordeaux pour animer des journées pédagogiques, parce que je crois que vous avez tous besoin aussi d'UC, pas dans le sens unité de compte sur les contrats d'assurance vie, mais d'UC validante de formation pour pouvoir exercer vos métiers. Donc là, on a rédigé avec l'équipe dédiée CGP là, des QCM, des PPT de formation qu'on va vulgariser un peu dans toute la France, quoi. Et juste pour compléter tout ça, je pense qu'on a parlé pas mal du rôle de l'AMF sur les produits structurés. Je pense qu'il y a 10 ans maintenant en arrière, quand ils ont mis en place des règles pour organiser un peu la distribution des produits structurés, ça a été vu comme une contrainte. Et en fait, aujourd'hui, on se rend compte que c'était plutôt une opportunité parce que ça permet d'organiser ce marché, de le standardiser. Ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément, effectivement, en termes d'accompagnement, je pense que depuis 10 ans, on a plusieurs acteurs. Donc moi, je suis chez Crédit Suisse, il y a Société Générale, BNP, Natixis et d'autres émetteurs qui, depuis des années, font de la pédagogie. Et même, je parlais des intermédiaires qui le font aussi parce qu'ils connaissent les produits structurés. Et ça a énormément aidé dans la démocratisation de ces produits. Et c'est vrai que c'est un travail de terrain d'aller faire de la pédagogie. Il y a eu, dans le passé, ça a été des produits décriés. On se rend compte qu'au cours du temps, finalement, c'est des produits qui apportent de la performance aux épargnants. Et il y a eu un gros travail de pédagogie, de simplification qui a été fait. Et je pense que c'est aussi pour ça que les produits structurés marchent bien aujourd'hui et sont une classe d'actifs d'avenir, effectivement. Alors moi, je voulais effectivement m'éloigner de la pédagogie pour poser une question très très pragmatique que je me poserais moi si j'étais CGP. Combien je gagne en tant que CGP à distribuer ces produits? Et surtout, est-ce que c'est un mode de rémunération qui se rapproche de celui de la gestion d'actifs traditionnelle avec des rétrocessions de frais de gestion au long cours sur toute la durée de vie du produit ou pas? Alors c'est clairement upfront, pour parler le langage pragmatique. Donc si vous voulez, dans les rétrocessions, il y a deux possibilités. Il y a upfront, c'est-à-dire on prend une commission sur le produit et on la verse une fois upfront, au début, à l'entrée. Ou alors running, c'est-à-dire en fin de compte pro rata temporis, c'est-à-dire pendant la durée de détention. Pour ce qui nous concerne, ce sera exclusivement de l'upfront et je dirais c'est assez clair. Je pense que nous on a cette transparence-là. La moitié est rétrocédée, tout simplement, quelle que soit la structure. C'est le cas pour tout le monde, ça Julien, peut-être, allez-y. Alors, on a un modèle un peu différent. On a une clientèle propre, Edios, c'est sur Internet. Nos clients sont en général des banquiers ou des gens de la finance qui s'y connaissent très bien, qui sont capables d'aller tout seuls souscrire des produits structurés sur Internet avec un process qui est complètement dématérialisé. Et comme on a déjà amorti nos propres produits sur Internet, on est un peu plus généreux quand on fait du B2B, on rétrocède les 2 tiers environ de la marge. Et juste, effectivement, le modèle front est assez bien généralisé. Après, pour des contraintes de référencement, il peut y avoir du running, mais effectivement, le mode de rémunération, c'est plutôt de l'upfront. Je pense que ça a une vertu, c'est de se dire, en fait, surtout sur les structures autocall,
ça incite à se dire en soi, l'upfront, il peut paraître, ça peut être 1%, 2%. Après, ça va être en fonction des efforts commerciaux qui sont faits. Sur un produit de 10 ans, on arrive à des niveaux de frais qui sont bien moins importants par rapport à d'autres classes d'actifs comme les fonds. L'idée, c'est de se dire aussi, ça incite, je pense, les distributeurs à faire des bons produits et à les orienter dans le bon sens. C'est de se dire, potentiellement 2% sur un produit qui va durer 1 ou 2 ans. Ça peut être... on va être dans des univers assez proches finalement de ce qui peut être fait dans l'univers fonds, mais peut-être un peu plus. Mais à la limite, ça se justifiera par le fait que l'investisseur final, lui, de son côté, a eu un rendement important. Si maintenant le produit reste sur du 10 ans, là, c'est que potentiellement les choix de conseil qui ont été faits au début sont un peu plus compliqués. Et finalement, la rémunération qu'a pris un distributeur là-dessus, elle est minime par rapport à d'autres classes d'actifs sur lesquelles il va toucher régulièrement. Donc l'upfront a une vraie valeur, je pense, dans le mode de distribution pour inciter à orienter vers des produits qui sont de bonne qualité. Alors qu'un fonds, finalement, on se dit une fois qu'on est positionné qu'on est investi dans les fonds, finalement, il y a des frais qui sont payés régulièrement. Donc, il n'y a pas forcément besoin de challenger ce point-là. Donc, c'est vrai que c'est plutôt un mode upfront en début de vie. Et puis, si l'investisseur sort au bout de 2 ans, finalement, c'est intéressant pour le distributeur. Si ça reste sur du 10 ans, c'est moins intéressant, effectivement, mais potentiellement, ça se justifie très bien, je pense, auprès des clients finaux, finalement. Sachant que 2 ans, c'était la moyenne des produits d'Edios, ce que disait Oui, Julien. nos produits durent 2 ans en moyenne, historiquement. C'est aussi le cas chez vous, à peu près? C'est un chiffre que vous... Oui, c'est assez standard. Ok. Alors, il y a une statistique, elle vaut ce qu'elle vaut, disons, mais qui dit qu'effectivement, si un produit structuré, ça va être très réducteur, ce que je dis, mais conservez peut-être à l'esprit. Une structure sur 10 ans, si elle n'est pas rappelée dans les 2 premières années, généralement, il y a une chance non négligeable qu'elle aille à 10 ans. Quoi, disons. Mais c'est une stat qui vaut ce qu'elle vaut. Hein, disons. Elle peut être infirmée par tout et n'importe quoi. On a bien vu cette année que beaucoup de choses pouvaient être infirmées par ce qui se passait en vérité sur les marchés. Peut-être effectivement, il y a pas mal d'émetteurs de produits structurés qui sont en concurrence. Quelles sont les qualités d'un émetteur? Qu'est-ce que doit regarder finalement le CGP chez un émetteur? Pascal, vous voulez commencer là-dessus? Alors, sur cette question-là, je suis doublement embêté. La première, parce qu'effectivement, la qualité de signature du CIC, qui est celui qui émet le... Vous savez, juste un mot en préambule pour que tout le monde soit homogène, puisque on voit bien que tout le monde n'est pas toujours à l'aise avec les produits structurés. On retient bien évidemment le mécanisme, le mécano d'option qui va fabriquer le scénario qu'on vous raconte. Il ne faut pas qu'on perde de vue que l'investisseur final achète un EMTN, c'est-à-dire dans la plus grande majorité des cas, il va acheter un titre de créance sur un établissement bancaire qui émet une dette. C'est une dette, un EMTN. Donc cette dette, c'est un peu comme toutes les dettes, disons, à qui je prête mon argent. Donc quand je vous dis que je suis doublement embêté, je suis embêté parce que la qualité de signature du CIC, c'est factuel, c'est ainsi, est quasiment la meilleure en Europe. Le corollaire du double embêtement, c'est que comme c'est quasiment la meilleure en Europe, la donnée de dette qui va apporter un peu de valeur à la structure, pour ce qui nous concerne, va être un peu inférieure, puisque la qualité de signature est meilleure. J'illustre mon propos. Si à produit équivalent, on va prendre la Société Générale, puisqu'il n'y a personne de la Société Générale autour de la table, si à produit équivalent, structure équivalente, un EMTN Société Générale autocall Eurostock 50 10 ans, un EMTN CIC autocall Eurostock 10 ans, à structure égale, l'EMTN CIC va être un tout petit peu moins rémunérateur parce que la qualité de signature de l'EMTN CIC est meilleure. C'est factuel, c'est comme ça, disons. Donc effectivement, la qualité de signature, et je ne veux pas prendre l'exemple extrême de Lehman Brothers en 2008, mais c'était effectivement ça, quoi, disons. C'est-à-dire que Lehman Brothers a véhiculé des EMTN sur la qualité de signature de Lehman. Par contre, le swap, c'est-à-dire la structure, l'histoire à raconter était la même. Ce n'est pas le scénario de l'histoire à raconter qui a posé problème, mais c'est le MTN Lehman, le fait d'avoir prêté son argent à Lehman. Donc il y a eu un événement de crédit qui fait que sur base 100, vous avez été remboursé à 8,125. Quoi. Donc voilà, cette qualité de signature, l'effet prêter son argent avant le scénario de la structure, je pense que pour vos clients finaux, c'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre en considération, parce que depuis la crise des subprimes, les choses ont vraiment changé dans l'appréciation du risque. Donc voilà. Chez Crédit Suisse,
Moi, Romain, qu'est-ce que vous allez dire sur les critères de qualité comme ça le critère de qualité, effectivement, la qualité de l'émetteur est importante. Aujourd'hui, c'est un peu compliqué pour moi de juger mes concurrents et de dire, de se positionner. Effectivement, la qualité de l'émetteur est un élément important. La connaissance aussi des investisseurs, parce qu'effectivement, c'est finalement un type de créance, donc c'est savoir à qui je prête de l'argent. Et ça, c'est important. Nous, aujourd'hui, en tant qu'acteur, on est un acteur à moitié étranger, c'est-à-dire qu'effectivement, on est un émetteur suisse, ce qui reste quand même connu pour la plupart des investisseurs français. C'est de se dire, derrière, il y a une notation, ça c'est un point, c'est une sorte de garde-fou pour les émetteurs, concernant la qualité de l'émetteur, qu'il y a des noms, on se dit c'est des noms historiques qui sont très bien et la notation finalement est pas si bonne, ça veut dire que peut-être qu'il y a des choses à prendre en compte, ou inversement, il y a des émetteurs qui étaient historiquement pas forcément très, très connus et qui ont une bonne notation. Donc ça, c'est à prendre en compte également. Ça, c'est le premier élément. Et après, je pense que ça, c'est le premier élément parce que l'investisseur prête de l'argent à une banque. Le deuxième élément aussi, c'est tout ce qui est le côté accompagnement et suivi. Et ça, c'est un produit structuré, on disait, c'est un produit qui peut avoir une échéance maximum sur du 8, 10, 12 ans. En fait, c'est d'être sûr d'avoir un émetteur qui est là sur la durée de vie du produit, qui est là de manière pérenne, parce que certes, l'acte de vente, il est fait au début, mais le produit... Alors on disait, la plupart du temps, ça rappelait au bout de 2 ans, mais il y a des produits qui restent sur du 10 ans et il faut être sûr d'avoir une contrepartie en face, un émetteur qui va être là, mais au-delà même de encore vivant dans 10 ans, je pense globalement les acteurs sur le marché français, ça sera le cas. Maintenant, c'est encore actif et encore présent sur ce marché-là. C'est un élément qu'il y a à prendre en compte et c'est clairement le positionnement, par exemple, qu'on a chez Crédit Suisse. Aujourd'hui, ce n'est pas notre marché domestique, mais l'Europe est notre marché domestique. Donc, notre présence sur le marché français, elle sera là sur le long terme. Et je pense que c'est un élément quand on souscrit un produit, ou quand on commercialise un produit, c'est de se dire, la personne qui me le commercialise et qui me le vend aujourd'hui, sera là encore dans 5 ans, dans 10 ans. Et ça, je pense que c'est un élément important dans la commercialisation de ces produits. Vous, Julien, vous êtes amené à sélectionner justement des banques émettrices. Comment ça se passe pour vous, ce point-là ? Alors, on sélectionne dans le sens où chaque mois, on conçoit un nouveau support, Gamache, c'est le nom de notre produit, et donc chaque mois, on lance un appel d'offres auprès d'un certain nombre d'émetteurs. On retiendra les mêmes critères que ceux qui sont annoncés. C'est sûr que la qualité de la signature, c'est un élément essentiel, surtout quand on s'adresse après à des particuliers qui vont souscrire. Donc, c'est pas évident qu'un particulier sorte du cadre d'une banque, d'une signature européenne. Quand on est face à un Français, ça fait partie quand même de ces critères. Après, il y a le prix. Alors, ce qu'on appelle le prix, c'est ce que l'émetteur ou ce que le gain qui va être délivré sur des scénarios comparables. Il y a d'autres éléments. Il y a la relation commerciale, donc effectivement le suivi, la souplesse, la réactivité de l'émetteur. Il y a encore un petit point qui existe, qui est souvent négligé, mais nous on le perçoit bien. C'est la capacité de l'émetteur après à sortir des valeurs liquidatives à peu près cohérentes ou à peu près sérieuses. Je m'explique. Vous avez un scénario de marché qui n'est pas bon dès le départ, et donc des supports qui vont baisser en termes de valeur liquidative, compte tenu de la structuration des produits et des frais qui sont pris dès le départ, vous avez des valeurs liquidatives qui vont être moins bonnes potentiellement que la baisse d'un indice si vous êtes sur un indice boursier. Et là, selon les émetteurs, on n'a pas exactement les mêmes logiques de valorisation, sachant que déjà si vous commercialisez dans le cadre d'un assurance vie, il peut y avoir un décès, donc le support est vendu. Vous êtes quand même sur des supports qui sont liquides, même si ce n'est pas la logique de sortir avant, en tout cas en cas de crise de marché. Mais donc, il y a quand même des sorties qui peuvent être anticipées, qui sont possibles quotidiennement. Et dans le cas de ces sorties anticipées, parce que vous avez un client qui panique, qui veut sortir, qui a besoin d'argent, ou qu'il y a un décès ou autre raison, la valeur liquidative, ça a quand même du sens. Et même pour aller plus loin, quand vous avez une crise comme on l'a connue il y a quelques mois, quand vous voyez qu'il y a des émetteurs qui ont des valeurs liquidatives qui descendent plus bas que d'autres sur des comparables, vous vous dites finalement, chez l'émetteur, on aime bien aussi quand il se tient bien sur ses valeurs liquidatives. Alors je ne connais pas
les mécanismes vraiment internes. Donc la valeur liquidative d'un support de type EMTN, normalement, c'est la somme des valeurs de ces composantes. Donc vous avez un certain nombre d'instruments financiers au sein même de l'instrument financier, c'est une combinaison. Et normalement, la valeur liquidative, c'est la somme de toutes ces valeurs. Ça, c'est normalement. Après, dans les faits, ça ne me paraît pas tout à fait aussi évident que ça. Je pense qu'on On constate des décalages, en tout cas. On constate des décalages. Tout à fait. On peut compléter ce que dit Julien. Donc, on parle là du marché secondaire. Donc, la valeur liquidative, donc la valeur de sortie d'un produit qui est effectivement composé dans un monde pur par la somme des briques élémentaires qui constituent ce produit structuré. Plus, et c'est là où justement où il faut peut-être regarder ça de façon un peu plus sérieuse, puisqu'on parlait de qualité d'émetteur, le fait de redétricoter, puisque c'est ça le marché secondaire, hein, c'est de vendre sa structure. Déjà, première chose, il faut que quelqu'un vous la rachète. Donc, qui est-ce qui organise le marché secondaire? Quand vous avez une action Air Liquide, vous comprenez bien que le marché, disons, a l'air assez liquide, c'est le cas de le dire. Quand vous avez un produit structuré EMTN, Autocall, Eurostock 50 sur 12 ans, c'est très bien, vous le portez, la vocation du produit c'est d'être rappelé ou pas, très bien. Vous avez choisi un émetteur qui vous paraît de qualité, c'est très bien. Par contre, pour des raisons de vie ou de mort, d'envie, de panique, de tout ce que vous voulez, le produit se veut liquide. Donc, qui est-ce qui rachète le produit? Déjà, il faut regarder quel est l'engagement de liquidité. Qui est-ce qui rachète le produit? Pour ce qui nous concerne, CIC Market Solutions, qui est une des 6 sociétés de gestion qui conçoit et qui produit les produits structurés pour notre compte, avec le programme d'émission du CIC, organise une liquidité quotidienne. Alors, c'est là où intervient justement techniquement la valeur de cette EMTN, c'est-à-dire la valeur de ce que j'ai prêté, qui va avoir un comportement obligataire. Hein. Souvenez-vous, les taux montent, ça perd en valeur, les taux baissent, ça gagne en valeur. Donc ce comportement obligataire, vous allez le retrouver sur la valorisation de la partie EMTN du produit structuré. Donc, même si le scénario se réalise à peu près correctement, donne de la valeur aux mécanos d'options, si vous avez une crise de liquidité sur l'émetteur de l'EMTN, vous pouvez vous retrouver avec une valorisation qui n'est peut-être pas tout à fait celle que vous attendez. Il y a eu une précision qui a été faite par Julien que je trouve qui est intéressante et qui vaut quand même un petit peu de pédagogie, c'est que les frais qui ont été pris sur ces structures sont amortissables pendant le début de la structure. Donc, dans un monde où toute chose étant égale par ailleurs, un produit qui a été émis à 100, le lendemain, il vaudrait 97 s'il y a 3% de frais. Et ils vont être amortis dans le temps. Donc ça aussi, c'est des données qu'il faut peut-être apporter en pédagogie à vos clients finaux, quoi. Je voulais aborder aussi le point, finalement, dans une allocation d'actifs qu'un CGP va faire pour un de ses clients, où est-ce qu'ils viennent les structurer? À quoi ils vont se substituer? Est-ce que c'est un bon moyen de remplacer le fonds en euros? Quels sont les usages? Il y en a peut-être plusieurs d'ailleurs, hein, que peut remplir cette classe d'actifs. Romain? Je pense qu'aujourd'hui, effectivement, le produit structuré vient un peu alors, je dirais pas en alternative au fonds en euros, parce qu'il n'y a qu'un fonds en euros, et il n'y a qu'un produit qui a cette liquidité-là et cette sécurité-là. Maintenant, ce qu'on voit, c'est une compression des taux des fonds en euros, et la volonté, en fait, pour les épargnants, d'avoir un objectif de rendement sur leur investissement. Et donc, du coup, ils peuvent décider de réallouer une partie sur d'autres classes d'actifs, sur des UC risqués. Et c'est effectivement là la différence par rapport à au fonds en euros, c'est que les produits structurés sont des produits risqués. Maintenant, le but, c'est de bien maîtriser ce risque, et on parlait de niveau de protection. Effectivement, ça permet quand même de se prémunir sur des scénarios de marché, même baissiers, de sécuriser le capital. Et ça permet aussi de communiquer sur un objectif de rendement, ce qui est peut-être la différence par rapport à certaines classes d'actifs comme les OPCVM, actions classiques, où là, en fait, on a un objectif de rendement en fonction des conditions de marché, et on se rapproche finalement un peu d'un taux fonds euro. Et c'est vrai que ce produit-là permet d'apporter un peu plus de jus, des rendements accrus par rapport au fonds euro, et du coup, en moyenne, d'augmenter la rentabilité d'un portefeuille dans des conditions de marché qui permettraient d'engranger ces gains et de réaliser ces gains sur les produits structurés. Donc aujourd'hui, on voit de plus en plus ce produit-là pour des investisseurs qui sont plus satisfaits des rendements des fonds en euros. C'était moins le cas dans le passé, où c'était plutôt une prise de risque. Là, aujourd'hui, on a des types de produits qui sont plus défensifs, sur lesquels les risques sont assez mesurés et qui permettent à pas mal d'investisseurs, pas mal
de réorienter une partie de leur poche de fonds en euros sur des actifs plus risqués, mais avec un risque contrôlé. Et ça, c'est encore une fois la flexibilité qu'offrent les produits structurés. Chez vous, Edios, c'est la même chose ou c'est des produits un peu plus offensifs Oui. en moyenne? Alors, je suis vraiment en phase. Je pense qu'à l'origine, les produits structurés qui étaient des produits garantis, jusqu'à ce qu'ils deviennent protégés il y a peut-être 15 ans, c'était fait pour délivrer de la rentabilité. Alors, on n'a pas précisé que dans les autocols, il y a 2 catégories. Il y a ce qu'on appelle les Phoenix qui délivrent des rendements. Donc, ça verse des rendements tous les ans, on va dire, quand les conditions sont réunies. Et puis, il y a une autre catégorie qui s'appelle Athena. Athena, on va dire, c'est le produit qui paye tout quand il est remboursé. C'est-à-dire qu'entre-temps, pendant sa durée de vie, il n'y a pas de coupon. Mais à la fin, quand les conditions sont réunies, il est remboursé avec tous ses gains. Voilà. Donc, je pense que le marché, essentiellement, est construit autour de supports qui vont chercher des gains prévus à l'avance, naturellement bien plus élevés que ceux des fonds en euros d'aujourd'hui. Mais bon, on est sur des produits à risque, donc c'est pas vraiment le même sujet. Mais c'est une substitution, effectivement, dans le sens où il y a des contraintes dans l'assurance vie qui naissent, qui fait qu'on ne peut plus faire 100% de fonds en euros et que donc on est amené à faire des unités de compte, vous connaissez ça très bien. Et donc les produits structurés, comme ils ont l'avantage d'être protégés, peuvent venir en seconde catégorie derrière les fonds en euros qui sont eux garantis, donc c'est pas la même chose, mais néanmoins une protection c'est mieux que rien du tout sur un support action classique. Donc il y a ce positionnement intermédiaire qui fait qu'ils sont souvent utilisés pour apporter un peu de rentabilité supplémentaire par rapport à d'autres solutions, d'autres classes actifs. Maintenant, je pense que ça peut être intéressant pour vous de percevoir aussi qu'il y a des acteurs comme nous qui joueront la performance. C'est-à-dire qu'on propose la classe active produits structurés pour une bonne part sur des supports qui se veulent performants et donc les clients viennent pour faire de la performance et ça marche. C'est qu'il y a des clients aujourd'hui, en tout cas nous on en a beaucoup, peut-être même la majorité de nos clients, qui viennent sur des produits structurés pour qu'on leur délivre de la performance. Donc on n'est plus dans une forme de substitution à un manque de solutions pour arriver à faire un petit peu de rendement ou de rentabilité. On peut être sur une clientèle qui est d'accord pour venir chercher de la performance dans ces supports-là, qui bénéficient d'une protection. Donc c'est sûr qu'on est sur des formules qui sont plus ou moins agressives, mais quand on est nous sur nos supports à performance, ils le sont un peu plus. Voilà. Alors nous, comme dit déjà plusieurs fois, on arrive sur le marché, donc on a un gros rétroviseur qui s'appelle le réseau domestique Crédit Mutuel CIC. Donc si vous voulez, je crois que pour ceux qui ont participé à Aulagnier ou pas, ou à d'autres cursus de formation, vous savez que la saine diversification, c'est le socle de la gestion de patrimoine. Ça paraît un peu désuet de le rappeler comme ça, mais je crois que c'est le principe fondateur, disons, de votre métier. Donc la saine diversification. Donc après, vous savez, que ce soit vous ou nous dans les banques, les questionnaires de qualification des clients qui vont être le tamis nécessaire pour l'investissement, ils sont quand même, disons, à regarder de près pour mettre les clients dans les bonnes cases. Donc ça, c'est vraiment le début de la question, le début de la réponse à la question. Nous, en fin de compte, sur notre gamme, on cherche, disons, à être le plus serein possible. Donc on fera aussi bien du dédié, on l'a déjà dit, qui sera peut-être de temps en temps un peu plus offensif parce qu'il répond à un cahier des charges, mais globalement sur les produits de campagne, disons, on va chercher à allotir, à allouer c'est plutôt du civil, à allouer peut-être ce new cash, parce que vous croisez quand même plein d'investisseurs il y a pas mal de cash qui circulent. Il y aurait des scénarios à faire sur les bulles que ça peut donner sur les marchés actions. Mais en tout état de cause, nous, on vient plutôt en new cash, disons, c'est-à-dire et pas forcément en arbitrage. Donc cette création de cette nouvelle poche d'allocation d'actifs, elle ne se fait pas forcément au détriment d'une autre. Elle vient compléter le dispositif après les différents prismes et les différents filtres que j'ai évoqués. Nous, on privilégiera toujours des indices connus et des valeurs connues, très clairement. Oui, alors parce que effectivement, on a peut-être l'idée que c'est souvent sur des indices, mais il y a aussi des produits sur actions. Donc peut-être pour une clientèle plus sophistiquée, ça se développe, ça, par rapport aux produits indices en ce moment? Oui, on peut prendre l'exemple que tout le monde a traité pendant la crise du Covid, c'est un autocall sur Total, disons, avec un coupon de 20% ou 23%, je crois, au plus haut. Donc effectivement, il y a eu là des moments de volatilité assez importants qui ont permis de construire des single stocks ou des single names, c'est-à-dire juste sur une valeur,
avec des coupons tout à fait délirants, puisque, si vous voulez, la capacité, par exemple, chez nous, de CIC Market Solutions, c'est justement d'être au plus proche, disons, des appels d'offres, puisqu'on travaille en appel d'offres, et d'avoir le meilleur prix au meilleur moment, tout simplement. Et c'est ça dont on bénéficie une fois de plus pour le développement de notre gamme. Donc, effectivement, aujourd'hui, il peut y avoir, je dirais juste le single stock. Ce qu'on fait aussi régulièrement, mais je pense que mes collègues peuvent en parler aussi, c'est, alors excusez-moi pour tous ces anglicismes, ce sont ce qu'on appelle des worst of, c'est-à-dire la moins bonne des. C'est-à-dire on prend 2 ou 3 actions, on les combine. Généralement, je ne vous cache pas, très honnêtement, que dans les 2 ou 3, il y en a peut-être une qui a un peu plus de volatilité, qui apporte un peu le coupon, ce que j'appelle le loup. Mais voilà, on le reconnaîtra certainement assez facilement. Et donc, on a des combinaisons d'autocall comme ça, assez courtes, qui donnent des 5 ans, qui donnent des coupons garantis, c'est-à-dire tous les mois, vous touchez entre 30 et 40 centimes. Ça, les gens aiment bien, parce que ça couponne, comme on dit, donc vous avez un coupon qui est garanti. Et vous avez cette notion d'autocall, d'automatiquement rappelable, qui intervient généralement après une durée de franchise, par exemple, de 6 mois, et qui est regardée tous les mois. Et si effectivement, puisqu'on parle toujours de worst case, on se trouve à la fin de la structure, au bout de 5 ans, qu'on n'a jamais été rappelé, et si les barrières de protection sont franchies, on est remboursé dans la worst of, dans la moins bonne des 3, disons, ou des 2, ça dépend du panier. Donc effectivement, des single stock, oui, des combinaisons de single stock, oui, mais à des moments de volatilité qui le permettent, quoi. Alors justement, ça m'amène à une autre question, puisque ça nécessite une grande réactivité, alors qu'on sait que pour la clientèle des CGP, l'enveloppe reine, c'est l'assurance vie, qui n'est peut-être pas très réactive à des nouvelles solutions comme ça. Comment on essaie de combiner les... Est-ce que d'ailleurs l'assurance vie est le seul vecteur de distribution de vos produits, ou pas d'ailleurs? Alors, sur ce sujet-là, donc pour revenir sur les actions, il y a aussi 2 mondes d'actions. Il y a les actions qui sont un peu les actions benchmark. On parlait de Total, c'est que ça représente assez facilement le CAC 40. C'est une valeur centrale du CAC 40. Donc en fait, c'est des valeurs qui vont être un peu prises en alternative, facile entre guillemets, mais qui sont bien corrélées au marché. Et te dire, et là, en fait, on va voir des campagnes dessus. Pourquoi? C'est parce que le point d'entrée est un élément important. Mais justement, dans les contraintes d'assurance vie, où c'est compliqué de faire un point d'entrée, par exemple ce soir, parce qu'on va devoir référencer le produit en assurance vie, etc., et potentiellement on va le mettre dans 1 mois ou 1 mois et demi, c'est que sur des valeurs comme Total, ou qui évoluent en fonction du marché, on a une évolution assez proche de celle du marché. Et après, il y a des valeurs plus tactiques, où on se dit, et là, qui vont être plus petites en termes de volume, en termes de volumétrie sur ces noms-là, où là, c'est plutôt une conviction d'un distributeur sur tel ou tel nom. Du coup, ça c'est le premier point. Et sur ces points-là, effectivement, sur ces actions-là, le point d'entrée est encore plus important. Parce que du coup, on a une stratégie en se disant, là, en ce moment, le marché a fait moins 5%, ce titre a fait moins 10% potentiellement. C'est le moment de rentrer et on ne veut pas manquer cette opportunité-là. Aujourd'hui, on voit pas mal de flux sur ce type de produit. Il y a quelques assureurs qui commencent à se mettre dessus. Après, il faut qu'il y ait peu de porteurs derrière parce qu'il faut avoir un préaccord de l'investisseur final ou sur le fait qu'il va collecter. Donc ça c'est important. On le voit beaucoup en compte titres, en revanche, et on voit, suite à l'évolution de la réglementation aussi, de plus en plus de comptes titres et qui se développent. Et là, on peut le faire assez facilement. Alors, il faut savoir que pourquoi on ne le fait pas en assurance vie, c'est qu'à un moment où on le fait moins en assurance vie, c'est que quand on fait une collecte auprès de plusieurs investisseurs, en gros, les paramètres de marché vont évoluer. C'est-à-dire que moi, quand je suis un distributeur, je lock une enveloppe à un moment donné pour un produit qui aura son point d'entrée sur les marchés potentiellement dans 1 mois et demi. Il va y avoir des éléments, on parlait des taux, on parlait de la volatilité. C'est pas mal d'éléments qui vont influencer l'évolution du prix. L'élément le plus important, en fait, c'est ce qu'on appelle le delta, c'est l'évolution du sous-jacent. Donc si je ne l'ai pas encore fixé dans 1 mois, les autres paramètres ont un impact, mais plus négligeable. Si maintenant je fais un point ce soir, demain, si le sous-jacent fait plus 10, mon produit se valorisera sensiblement. S'il fait moins 10%, sensiblement aussi. Et ça, en assurance vie, le cadre et toutes les contraintes du référencement d'assurance vie limitent un peu ça, parce que finalement, on peut se retrouver dans 1 mois, avoir un produit qui est finalement, l'investisseur final peut le souscrire, mais si l'action, par exemple, on parle sur action, l'action a fait moins 20%, il n'y a plus trop d'intérêt pour un investisseur d'aller sur ce produit-là. Donc il faut vraiment
Pour se développer en assurance vie, il faudrait raccourcir, il y a certains assureurs qui y arrivent, mais raccourcir la période entre le moment où on observe et le moment où le client va pouvoir concrètement souscrire au produit. Mais du coup, il y a des alternatives qui se mettent de plus en plus côté compte titre en attendant potentiellement que les assureurs développent un peu plus de fluidité sur des structures qui sont standards et qu'ils ont l'habitude de référencer pour pouvoir avancer dans ce sens-là. Mais on a pas mal de demandes effectivement dans ce sens-là. Bon, j'imagine que chez vous, Julien, c'est pas du tout cette problématique-là, puisque vous avez des produits plus vanille, finalement. Oui, alors, nous, notre conviction, on pense que le marché européen se tiendra bien dans les prochaines années. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas baisser un peu et reprendre. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de volatilité, mais on est assez convaincu sur le fait qu'il ne soit pas surcoté. Et donc, on travaille que sur des grands indices européens, Eurostoxx 50, et que sur 12 ans. Donc, on n'a pas de problématique réellement de point d'entrée. Et je pense qu'il y a aussi quelque chose qui a évolué entre les premiers produits structurés où on visait vraiment maximum de sécurité, petit rendement pour venir répondre aux besoins d'équiper les clients qui ne pouvaient plus de 100% en euros, et les supports d'aujourd'hui. Pour nous, le point d'entrée, c'est pas si important que ça. Certes, ça va fixer le point de départ de l'indice, mais néanmoins, quand on est sur 12 ans, à plus 5, à moins 5, ça ne change pas énormément la donne. Et il faut voir aussi que grâce à l'effet mémoire, on n'est pas toujours forcément content de sortir rapidement d'un produit. C'est-à-dire que on imagine que le client est content quand il sort au bout d'un an, c'est vrai, mais il y en a aussi qui disent mais moi je serais bien resté. Donc l'autocall, c'est pas que des avantages, c'est aussi un client qui se dit finalement un produit s'il fait 10% par an et s'il dure 8 ans, c'est pas mal, c'est encore mieux. Et du coup, le point d'entrée, c'est vrai que c'est important parce que ça fige la donne, c'est important par rapport à la barrière de protection, puisqu'elle se calcule aussi sur le point d'entrée, mais c'est pas si important que ça. Et quand, en termes de conviction, on pense que le marché progressera dans les mois qui viennent ou dans les années qui viennent, on a envie de faire des produits qui sont un peu plus agressifs, où les niveaux de déclenchement ne sont pas forcément sur le niveau de point d'entrée, c'est-à-dire à 0, mais peut-être à plus 5 ou plus 10%. Et on se dit peut-être que ça durera plus longtemps. Le marché a 12 ans pour gagner 5% depuis le point de départ. On parle de ça, c'est pas 5% par an. Donc, un marché européen qui gagne 5% sur 12 ans en tout, c'est vraiment l'épaisseur du trait. Donc, finalement, on se dit, on va aller chercher des supports qui gagnent plus. Si l'indice fait plus 5, ça durera peut-être un peu plus longtemps, mais tout le monde sera content parce que le client, lui, prendra autant d'années de gains que le temps écoulé grâce à l'effet mémoire. Donc la logique, elle n'est pas toujours de viser le point d'entrée le plus bas, parce qu'un support qui dure un peu plus longtemps, pourquoi pas. Et puis pour nous, quand on estime que les marchés sont un peu bas, on a envie de faire des produits plus agressifs. C'est ce qu'on fait en ce moment. On a une gamme performance, on traite que des produits performance. Quand le marché nous paraît peut-être un peu plus haut, on va aller sur des supports qui sont un peu moins agressifs et peut-être qu'il peut être remboursé même si le marché baisse de 5%. Voilà. C'est notre approche de conviction. Et en assurance vie tout le temps, c'est vraiment votre... Alors, en assurance vie tout le temps sur notre clientèle en direct. Maintenant, sur la clientèle CGP, les CGP peuvent prendre nos produits pour les placer sur les comptes titres. Il n'y a aucune restriction. Ce sont des EMTN, donc... Juste pour compléter ce qui a été dit, je crois qu'il y a encore une donnée qui ne vous est pas complètement étrangère, qui participe à la bonne construction des produits structurés, c'est les dividendes. Puisque celui qui achète le produit structuré, il ne les reçoit pas, les dividendes. Ils sont pour la construction du... Là, il ne vous a pas échappé que les dividendes sont en train de baisser avec ce qu'on est en train de vivre. Et donc, effectivement, le grain à moudre, disons, est un peu plus rare, quoi, disons. Donc voilà, il faut bien prendre en compte que la baisse des dividendes, là, va avoir des incidences sur les pricing des produits structurés. On est en train de dépasser l'horaire. Il y avait une question sur la tablette qui vient de s'éteindre, puisqu'il n'y a plus de batterie. Donc je ne sais pas qui avait posé cette question, si la personne veut la reposer à l'oral, ou est-ce qu'on y a déjà répondu. Je n'avais pas bien vu les questions. Ou s'il y en a d'autres, on peut prendre 5 minutes pour quelques questions. Vous avez parlé des grands indices. Ce que je vois depuis plusieurs années, ça s'est intensifié depuis plusieurs mois, c'est des produits avec des indices à décrémentation, notamment en points. Je suis très tranché sur la question, mais j'aurais voulu avoir l'opinion de ce monsieur.
Je partage complètement votre avis. Je sens que je partage votre avis. Donc en points, c'est pas tellement possible, quoi, disons, vu les niveaux algébriques, quoi, disons. Enfin, je suis d'accord avec vous, quoi, disons. Alors c'est dommage parce qu'il faudrait un peu de temps pour expliquer, mais voilà, oui, je suis d'accord avec vous. On fera pas ça, nous. Alors également, nous, on traite les indices decrement en pourcentage, parce qu'on pense que c'est une bonne solution, surtout pour répondre à la problématique de la baisse des dividendes, puisqu'on n'est pas impacté sur ces indices decrement avec des forfaits de 5% par an, par exemple. Quel que soit le niveau de dividende versé, il n'y a pas d'impact, puisque le niveau de dividende versé réellement est injecté dedans. Donc, en revanche, en points, on n'y touche pas parce que on ne le sent pas du tout. Pour des raisons algébriques, effectivement, si le marché part à la baisse, on en enlève toujours plus. Et donc, on n'a jamais traité de produits en points, alors qu'on traite quasiment que des supports decrement, mais en pourcentage. On est un peu désolé pour la réponse, mais disons c'est un peu la différence entre l'absolu et le relatif. C'est-à-dire, j'enlève un pourcentage ou j'enlève des points fixes, quoi, disons. Donc, voilà, les points fixes, ça pèse beaucoup quand les taux sont en bas. Et le pourcentage reste toujours un pourcentage relatif, quoi. C'est pas complet, mais voilà, quoi. Et donc moi, je vais compléter, on est plutôt en pourcentage. Alors, je vais mettre juste un bémol. Il y a aujourd'hui un émetteur qui est très connu, qui est spécialisé dans les indices en points. Et je pense qu'il n'y a pas de concurrence. Donc je pense que c'est aux émetteurs aussi de venir en concurrence là-dessus. Maintenant, en tant qu'émetteur, clairement, je suis d'accord avec les autres intervenants sur le fait qu'en pourcentage, il y a plus, c'est clairement plus simple pour les porteurs et les risques sont mieux identifiés. Il y a un élément qui est plutôt gênant sur les indices en points, en fait, c'est l'asymétrie. C'est que quand on va être sur un indice en points, quand les points vont avoir moins d'impact sur mon indice, c'est-à-dire quand le marché va monter, je suis rappelé sur des structures autocall, alors que quand les points vont avoir tendance à greffer encore plus la performance de mon indice, c'est quand je vais continuer de rester sur le produit. Donc en fait, je prends un exemple, mais sur un indice à 800 points avec 50 points, si je performe à effectivement 50 points, je vais prendre 1000 points, c'est plus facile. 50 points, c'est 5%. Si je passe à 1200 points, en termes de pourcentage, c'est 4%. Donc je prélève moins de dividendes en pourcentage. Mais finalement, j'ai été rappelé par anticipation. Donc en revanche, je passe de 1000 points à 500 points. Je continue de prélever 50 points, je prélève 10% de dividendes. Donc ça se voit assez visible. Alors que dans les autres indices en decrement, on est à 5%. Je reviendrai juste sur le fait que pourquoi on a vu des indices en decrement. Alors là, c'est plutôt le côté structuration qui parle. C'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de pression sur les dividendes. Mais beaucoup de pression aussi pour nos traders de se dire, c'est un produit, quand on parle d'un produit de 10 ou 12 ans, c'est-à-dire qu'il doit faire des hypothèses sur des dividendes pendant 10 ou 12 ans. Et aujourd'hui, il peut avoir de la visibilité. Et encore, ça a changé récemment, mais il peut avoir de la visibilité sur 1 an, 2 ans, 3 ans. C'est beaucoup plus difficile d'avoir de la visibilité sur 5 ans ou 10 ans. Donc, et ça, c'est tous les tradings de toutes les banques ont tendance à dire il n'y aurait pas de logique que le dividende dans 8 ans, il soit en dessous de 3% ou de 3,20 qui est à peu près, ou 3,50 qui est un peu le dividende historique qui est payé sur l'Eurostoxx 50 par exemple. Mais je peux pas le garantir parce qu'il peut se passer des choses en 7, 8, 10 ans. Il peut y avoir une évolution fiscale qui fait que finalement... Donc, au lieu de le valoriser à 3%, moi, dans mon modèle, je vais dire que la probabilité de toucher, c'est plutôt 2%. Et en fait, ça, le porteur, l'investisseur, il paye pour ça, pour ce risque-là. Le principe de mettre un decrement, c'est de dire je mets un forfait et comme ça, il n'y a plus d'incertitude. Donc ça a quand même ça a eu certaines plus-values en fait dans le pricing des produits. Et voilà, donc pour en revenir un peu sur ça, pourquoi on voyait aussi pas mal de dividendes en pourcentage. Pour le coup, je pense qu'on est assez d'accord là-dessus. Pourquoi on les voit apparaître en comparaison de l'Eurostoxx 50, par exemple, qui ne peut pas apporter de garantie pour les tradings sur ce point-là. Est-ce qu'il y a une dernière question ou est-ce qu'on libère nos intervenants? Pas de volontaires? Bon, très bien. Merci en tout cas à tous d'avoir participé à ce débat. Merci. J'espère que vous êtes déjà un peu plus homogène maintenant. Et bon patrimoniat à tous. Merci.